Bonsoir, bienvenue pour le rendez-vous de l'information africaine dans la 24, l'édition du jour qu'on débutera avec la situation de guerre au Soudan où chaque journée connaît un surplus de violence. À la marge, plusieurs chancelleries poursuivent tant bien que mal leur opération d'évacuation de leurs concitoyens. Des missions, vu la logistique et l'approche différente en fonction des ambassades, ne s'inscrivant pas au même rythme. Point de la situation avec Naïla Hamouda. Les partis en conflit au Soudan continuent de s'entre-déchirer pour le 10e jour consécutif. La situation humanitaire s'enlise davantage. Plusieurs pays ont commencé à évacuer leurs ressortissants et leur personnel diplomatique, des opérations souvent dangereuses à cause des affrontements en cours. Les capitales occidentales ont décidé d'intensifier les opérations de rapatriement. 2 avions militaires français ont atterri dimanche à Djibouti, avec au total 200 évacués français et étrangers. Le même jour, l'Italie a évacué tous ses ressortissants. De même, plus de 300 personnes, dont des Allemandes et de différentes nationalités, ont été évacuées en Jordanie. Au total, plus de 1000 ressortissants de l'Union européenne évacués, selon le chef de la diplomatie européenne. Une opération réussie mais complexe. De nombreux citoyens de l'Union européenne et d'autres sont déjà hors du Soudan. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact, plus de 1000 personnes à coup sûr. J'ai discuté avec les 2 généraux soudanais et je peux vous dire que nous ne pouvons pas nous permettre d'abandonner le Soudan, un pays très peuplé. Son implosion provoquera une onde de choc. Idem pour le Royaume-Uni qui a mis à l'abri tous ses diplomates et leurs familles. Le président américain Joe Biden a précisé que l'armée avait mené une opération héliportée sur ses ordres pour extraire le personnel du gouvernement américain de Khartoum, toujours via Djibouti. L'Arabie saoudite, premier pays arabe à avoir évacué du Soudan 91 de ses citoyens et environ 66 ressortissants de 12 autres pays de la région. La Jordanie, l'Irak, l'Égypte ou encore le Liban ont emboîté le pas. D'autres pays comme l'Indonésie et la Turquie ont annoncé l'évacuation de leurs ressortissants, des rapatriements qui ne se font pas sans difficulté. Selon l'ambassade de Turquie à Khartoum, l'évacuation du quartier Kafuri a été reportée jusqu'à nouvel ordre à cause d'une explosion dimanche près d'un lieu de rassemblement. La fuite des étrangers inquiète les Soudanais. Les 2 protagonistes du conflit campent sur leur position. Ils n'ont exprimé aucun désir de négociation ni de cessez-le-feu. La capitale Khartoum de 5 millions d'habitants plongée dans le chaos, privée d'eau et d'électricité, où les pénuries de nourriture s'installent, le réseau téléphonique fortement dégradé. Néanmoins, sur le terrain, des initiatives s'organisent pour sécuriser les approvisionnements en produits de base, comme on va le voir avec le prochain sujet. Il est signé Nali Manzeka. La situation au Soudan est de plus en plus inquiétante. Les affrontements entre armées soudanaises et forces de soutien rapide ont piégé des milliers de civils dans leurs quartiers, coupant l'accès à l'eau, à la nourriture et aux soins de santé. Pour faire face à cette crise, des groupes communautaires, des sites web et des applications ont vu le jour pour mobiliser une aide médicale et trouver des fournitures de base. Depuis son domicile dans le centre de l'Arabie Saoudite, le développeur web Frida Adel, 30 ans, a transformé son site web personnel en une plateforme où les gens peuvent demander ou offrir de l'aide en fonction de leur emplacement. Lorsque la crise et la guerre ont éclaté au Soudan, les gens ont été choqués. Ils ne savaient donc pas quoi faire. Ils ont commencé à partager ce dont ils avaient besoin sur les réseaux sociaux. Et en même temps, d'autres personnes partageaient également des fournitures en ligne. J'ai donc eu cette idée de regrouper tous ces cas dans une seule application, que ce soit les personnes dans le besoin ou celles qui fournissent des aides. J'avais un site web personnel et j'en ai fait une plateforme dédiée à la publication d'appels, de besoins et d'annonces de fournitures. Dans la capitale Khartoum, un médecin soudanais a construit une communauté WhatsApp de 1200 personnes divisées en groupes pour les différents districts de la capitale afin que les gens puissent partager des informations sur les fournitures de base. Chaque fois que je regarde une certaine zone, je constate que les gens communiquent réellement et nous avons réussi à obtenir des médicaments, de la nourriture pour certaines personnes. Le but est que cela se passe bien. Nous n'avons pas d'argent ni d'aide financière, mais nous essayons simplement de faciliter la communication entre les gens.
Avec la fermeture de la plupart des hôpitaux de Khartoum, les besoins médicaux sont intenses. Dr Bey suit une application de santé et passer de l'aide aux Soudanais pour faire face aux problèmes existants liés à la pauvreté à l'aide aux personnes touchées par les affrontements. Des dizaines de médecins du monde entier se sont inscrits depuis le 15 avril pour donner du temps aux Soudanais qui ont un besoin urgent d'aide médicale en utilisant l'application. Et on a voulu ce soir se poser la question sur un autre aspect de la crise soudanaise, son coût. Depuis plus d'une semaine, les raids aériens et autres utilisations d'armes lourdes entre les deux camps ont mis Khartoum ainsi que d'autres villes à sac. Quelles conséquences donc pécuniaires de la guerre? Mohamed Wali Ben Sherman tente d'y répondre. Bientôt 2 semaines d'affrontements armés au Soudan. Une situation qui pèse de tout son poids sur l'économie d'un pays fragilisé par l'instabilité politique, en plus des mesures de sanctions imposées par les institutions financières internationales et la suspension des aides. Une première tranche de 500 millions de dollars parmi 1 milliard destiné à consolider le budget de Khartoum a été gelée par la Banque mondiale. L'économie du Soudan en temps de conflit, c'est d'abord une vie quotidienne lourdement impactée. Approvisionnement en eau et électricité perturbée, Internet coupé dans tout le pays pratiquement et une inflation qui du coup repart à la hausse après des perspectives encourageantes du FMI de ramener la moyenne annuelle à 77%. Les craintes se concentrent également sur les importations et exportations du pays. C'est la logistique est à genoux, le Soudan classé 5e plus gros importateur au niveau mondial, vit en grande partie sur des achats de céréales, des achats qu'il finance partiellement grâce à ses exportations d'or qui lui rapportent dans les 2 milliards de dollars par an, le précieux métal étant expédié principalement par voie aérienne. Enfin, c'est toute l'attractivité économique du pays vis-à-vis des investisseurs étrangers qui volent en éclats à travers ce conflit. Les sociétés étrangères de plus en plus enclines à évacuer leur personnel étranger et à abandonner leurs activités au pays. Au total, et selon les premières estimations, l'escalade coûterait au Soudan un demi-milliard de dollars par jour. Et puis on finira avec du sport puisque l'Algérie s'apprête à accueillir un événement sportif, le premier de cette année. La CAN U17 se déroulera dans 3 grandes villes du 29 avril au 19 mai prochain. Comment se déroulent donc les préparatifs? Salah Faisal nous en dit un peu plus. L'Afrique se réunit une deuxième fois en 2023, au pays des rêves, l'Algérie. Après la réussite du CHAN, l'Algérie s'apprête à accueillir un nouvel événement, la CAN U17 qualificative à la prochaine Coupe du Monde prévue en fin d'année. 3 villes, Alger, Constantine et Annaba, abritent la compétition. 12 nations réparties en 3 groupes de 4 disputeront le sacre final. Du 29 avril au 19 mai, de la culture algérienne aux vibes africaines. Du rail, du zlige, de la gastronomie et de l'histoire. L'Algérie, pays hôte, exposera aussi l'hospitalité de son peuple et l'enthousiasme que le public algérien a pour le football. Les jeunes auront la possibilité de jouer dans des stades bijoux. Les Fennecs seront favoris. Les poulains d'Erzkirman comptent bien remporter la Coupe d'Afrique et arracher un billet pour la prochaine Coupe du Monde. Les coéquipiers d'Anatov ont déjà remporté la Coupe arabe après leur magnifique victoire face aux Marocains à l'issue des tirs au but après un match nul d'un but partout. À la CAN U17, l'Algérie évoluera dans le groupe A, aux côtés de la Somalie, le Sénégal et le Congo. Il ne faut jamais dire « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau ». Le destin se répète, comme le CHAN Constantine accueillera le Maroc à la CAN U17. Mais contrairement au CHAN, le président de la fédération marocaine, Fawzi Larja, est revenu à de meilleurs sentiments. L'Arja a cédé. Le Maroc prendra part à la CAN U17. Les Marocains joueront dans le groupe B, qui contient l'Afrique du Sud, Nigeria et la Zambie. Annaba est la hôte du groupe C. En tête du groupe, le Cameroun. Les Lions indomptables devraient passer le Mali, le Burkina Faso et le Soudan du Sud.
L'enjeu de la CAN U17 est important. Un titre continental et 4 billets pour la Coupe du Monde U17, pour les équipes qui atteignent le dernier carré. Mais avant, l'escale est obligatoire à Alger. Voilà, ce sera tout pour votre rendez-vous de l'information continentale. Merci de votre attention. La météo, c'est tout de suite. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain.